Ouais, bah, ça fait bien flipper là, hein. Bah, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Angelo Follet et bah, ce soir je vais vous parler des peurs. C'est un sujet pour moi qui me suit depuis pas mal d'années maintenant. D'ailleurs, là j'ai peur de vous parler. J'ai peur de dire de la merde. J'ai peur d'avoir des trous de mémoire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur du grand TED. Euh, j'ai peur de vous ennuyer parce que ça fait quand même un petit moment que vous nous écoutez. Et voilà, là, de vous le dire, là, ça va mieux déjà. Merci. Merci, c'est cool. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne parle pas de n'importe quelle peur, là. Je ne parle pas, par exemple, de la peur de se retrouver en plein milieu de la jungle face à un tigre. À part dans Jumanji, ça n'arrive pas à beaucoup de personnes. Je ne parle pas de la peur, par exemple, de traverser et de manquer de se faire renverser par un camion. Je ne parle pas de la peur non plus de l'effondrement. Je ne parle pas de la peur du coronavirus. Je ne parle pas de la peur de sauter en parachute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les peurs dont je parle, en fait, ont un point commun. Et en fait, là, par exemple, je parle de la peur de parler en public. Je parle de la peur de dire ce qu'on pense vraiment à un repas de famille. Je parle de la peur de demander une augmentation à son boss ou à sa boss. Je parle de la peur de dire à quelqu'un qu'il ou elle nous plaît. Je parle de la peur d'être jugé, de lancer un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'en faire trop ou de ne pas en faire assez. Bref, je parle de toutes les peurs finalement qu'on ressent alors qu'on n'est pas vraiment en danger de mort. Et le point commun que j'ai observé parmi toutes ces peurs finalement, c'était la relation à l'autre. Alors Sartre à l'époque nous disait déjà l'enfer c'est les autres. Je pense que pour lui l'enfer c'était surtout son strabisme. Mais blague à part, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose fondamentalement qui nous est insupportable, nous les humains, c'est de ne pas avoir le sentiment d'exister dans le regard de l'autre. C'est insupportable, c'est un petit peu comme si on était des morts vivants. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on n'avait pas de relation, on n'aurait pas le sentiment d'exister. Et le point commun finalement de tout ça, c'est la relation à l'autre, le regard de l'autre. Et donc pour nous, les humains, avoir le sentiment d'exister dans le regard de l'autre, eh ben, la première chose qu'on cherche à faire, c'est à chercher à devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Euh, Personnellement, moi, ça fait plus de 30 ans que j'essaie de devenir quelqu'un. J'ai écumé déjà pas mal de stratégies pour obtenir un maximum de likes, un maximum d'attention. Et je vais vous donner un petit peu quelques exemples de mon CV dans le désordre. Alors par exemple, à une époque, j'ai fait chanteur de rock mélancolique, incompris. Et donc là, on était plutôt sur cheveux longs et gras, tatouage, piercing, jean troué, un peu comme aujourd'hui, quoi, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mec branché parisien qui bosse dans la com. Donc là, il faut imaginer un univers plutôt de pubard, agence de pub. Il y avait évidemment des jeux vidéo pendant nos pauses. J'étais plutôt en Stan Smith, j'avais des lunettes carrées noires, et puis bah, évidemment, il y avait des compètes, des soirées, du champagne. J'ai fait gendre idéal aussi. Alors là, bah, évidemment, j'étais propriétaire d'un appartement. Il y avait plutôt de la déco scandinave. Je faisais des repas fusion japonaise. Et évidemment, j'avais des traits d'humour bien placés avec mes beaux-parents de l'époque. J'ai même voilà, fait des demandes en mariage, au pluriel. Ouais, toi aussi, ça t'est arrivé. Force. Euh, Après, j'ai fait quoi? J'ai fait sportif de haut niveau, fin de carrière plutôt. Donc là, on était plutôt sur les jus pressés à froid qui avaient remplacé le champagne du pubard. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait évidemment 5 entraînements par semaine, des repas très spécifiques. Et puis évidemment, bah, j'avais tout le matos le plus cher du marché, et dont je ne me servais pas trop. J'ai fait maître spirituel, gourou éveillé aussi. Donc là, on est plutôt au niveau capillaire sur cheveux rasés.
La tenue, c'était plutôt dépouillé, pas jusqu'au saroual, hein, faut pas déconner. Évidemment, je faisais des retraites, de la méditation, du yoga. Yoga, évidemment, je buvais du yogiti, et donc j'avais des phrases toutes faites dans ma tête, et je faisais un peu de CNV histoire d'entretenir un peu la bienveillance. Voilà, et puis un de mes préférés, c'est le hashtag enfant abandonné qui s'est fait tout seul. Voilà, celui-là, je le sortais un petit peu quand j'étais en galère. Non, mais moi, j'ai un enfant abandonné qui s'est fait tout seul. Donc, vous voyez, en fait, au niveau CV, je suis plutôt assez complet, hein. Il y a pas mal d'expérience en termes de chercher à devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et en fait, ce que j'ai observé en premier, c'est que pour chercher à devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on se compare. Et donc, on cherche à devenir quelqu'un par rapport aux autres. Chercher à devenir quelqu'un par rapport aux autres, c'est se comparer, donc c'est se distinguer des 7 ou 8 milliards d'individus, c'est se différencier, c'est chercher à être original, chercher à être unique. Euh, Évidemment, c'est nourrir une certaine image de soi. Et puis, c'est aussi tenter d'obtenir un maximum d'attention et pourquoi pas à terme même d'être aimé. Et donc, pour se comparer, nous les humains, ce qu'on fait très simplement, je ne sais pas comment on l'a appris, mais on l'a appris, c'est qu'en fait on se compare en se mettant soit au-dessus, soit en dessous. Et donc, du coup, quand on se met au-dessus, on utilise plutôt l'orgueil, qui est plutôt quelque chose de positif, puisqu'en fait on va se décrire comme quelqu'un avec des notions positives comme la domination, le pouvoir, la réussite, la force, la toute-puissance. Et quand on va plutôt se comparer en négatif, c'est-à-dire du coup utiliser plutôt la dévalorisation, on va chercher à exister plutôt à travers la soumission, à travers le retrait, à travers l'échec, à travers l'impuissance, la victimisation. Et je crois que nous, les êtres humains, si on est prêt à autant d'orgueil et de dévalorisation pour avoir de l'attention, c'est parce qu'au fond, chercher à devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est un petit peu notre réponse à notre peur de n'être personne pour l'autre. En fait, on mesure notre sentiment d'exister grâce à l'attention que les autres nous portent, que ce soit en positif ou en négatif. Et donc, en fait, on pourrait considérer qu'un like égale une unité d'attention. Donc, nous, on a un besoin viscéral, les êtres humains, d'exister dans le regard de l'autre pour avoir nous-mêmes le sentiment d'être quelqu'un. Mais pas uniquement. Si on observe, par exemple, le règne animal, on se rend compte que l'être humain est assez vulnérable, voire très vulnérable, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité de survivre seul à son environnement sans défense. Et donc nous, évidemment, par orgueil, on s'est mis tout en haut de l'échelle, hein, des animaux, mais en réalité, si on regarde bien, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de dents ou de griffes acérées, on ne fait pas un poids ou une taille démesurée, on ne sait pas vraiment bien nager, on n'a pas de nageoire, on n'a pas d'ailes, on n'a pas de vision nocturne, on n'a pas de vision à longue distance, on n'a pas de force ou de puissance spécifique, on n'a pas grand-chose. Et donc pour survivre à notre environnement seul, ce qu'on fait, c'est qu'on s'y met à plusieurs. Et pour s'y mettre à plusieurs, nous créons des relations, puis nous créons des groupes, des familles, des communautés, des sociétés, et on nourrit notre sentiment d'appartenance. Et donc, en fait, comment on se met en relation, si vous voulez, c'est comme si on utilisait l'image de soi, cette fameuse image qu'on a, comme une interface d'échange entre nous, les humains. Et on passe par l'image que l'on donne à regarder à l'autre pour pouvoir échanger, communiquer et du coup survivre tous ensemble. Ça marche ? Le problème de l'image de soi, c'est que c'est une image qui est fixe. C'est un peu comme un costume qui ferait de nous une caricature de nous-mêmes. C'est un petit peu comme si on devenait un personnage qui finalement se comporterait dans la vie de tous les jours comme sur scène. En fait, on se fige comme une statue. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ce qui, un jour, à une période de notre vie, nous a aidés à survivre, au fur et à mesure, ça devient une sorte de prison de laquelle on devient à la fois le gardien et le détenu. Et c'est complètement paradoxal. Ce processus-là, on l'appelle l'identification. Alors, vous entendrez peut-être ce mot, ego. Et donc, moi, j'appelle ça l'identification. Et donc, en fait, l'identification, c'est quoi? C'est ce que j'ai, ce que je fais, ce que je vis, devient avec le temps ce que je suis, et ce par quoi je me définis.
Donc on peut s'identifier à tout, hein. Alors, on peut s'identifier à évidemment son apparence, son physique, son corps, son métier, ses activités, son argent, ses habitations, ses possessions, son nom de famille, sa place dans la famille. On peut s'identifier à nos croyances, on peut s'identifier à nos émotions, à nos peurs évidemment, à nos traumas, à nos blessures. On peut s'identifier à tout en fait. On a un truc chez nous qui fait qu'on arrive à transformer ce qu'on a en ce qu'on est. Et donc moi j'ai un prénom, j'ai une activité, j'ai un métier, j'ai des souvenirs, j'ai des émotions, et au fur et à mesure, ce que j'ai devient ce que je suis. Très simple comme exemple, si vous demandez à quelqu'un « tu fais quoi dans la vie ?» le premier truc qu'il vous répond c'est « je suis médecin, je suis artiste, je suis professeur, je suis artisan ». Et donc en fait, ce que j'ai devient ce que je suis. Et la difficulté par rapport à cette identification, c'est qu'au bout d'un moment, on s'enferme dedans. On s'enferme dans notre identité, on s'enferme dans l'image qu'on a de soi et qu'on donne à regarder à l'autre. En fait, dans cette identité, à un moment donné, ça devient tellement quelque chose d'épais et de solide, parce qu'on a appris à l'entretenir, que ça finit par former une sorte d'armure qui nous donne l'impression d'être protégés de l'extérieur, et en même temps, qui nous sépare les uns des autres, parce que plus l'armure est épaisse, plus on est loin les uns des autres. Et plus, moins je vois quelque part qui sont les autres et qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Donc, en fait, on s'enferme dans une sorte de forteresse, et cette identité devient une forteresse de laquelle il est très difficile de sortir. Et donc, le problème, c'est que le moment où on s'en rend compte qu'on était enfermé, c'est au moment où ça craque, c'est au moment où ça s'effondre, c'est au moment où ça ne marche plus. Alors, par exemple, c'est au moment où vous avez tout donné à une société pour prouver pendant 30 ans qui vous étiez, pour prouver que vous étiez compétent, que vous étiez capable, et que vous finissez en burn-out. Ça s'effondre au moment où vous avez une carrière artistique, ça a bien marché, et puis vous êtes identifié à cet artiste que vous étiez, et puis à un moment donné, ça se finit, vous savez plus qui vous êtes, vous partez en dépression. Ça arrive au moment où vous tentez par exemple de sauver tout le monde autour de vous, et que, en fait, face à la mort de vos proches, vous vous retrouvez impuissant. Moi, dans mon CV, par exemple, tout s'est effondré, hein. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que, si je vous donne quelques exemples, quand j'étais dans l'agence de pub et que je faisais le pubard, oui, j'ai gagné quelques compétitions, c'était sympa, j'avais des idées, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes slogans, c'était du vent. Quand, par exemple, je faisais le gendre idéal, j'ai annulé 2 mariages. Toujours au pluriel. Quand je faisais le sportif de haut niveau, j'ai poussé le bouchon tellement loin, je me prenais tellement au sérieux que j'ai commencé à faire de la compétition en boxe anglaise. Et au fait, au premier combat, je me suis pris un KO au bout de 30 secondes. Là, le dernier personnage en date, par exemple, c'est le psy sérieux, diplômé, etc., etc. Je me suis tellement pris au sérieux dans ce personnage-là que j'ai fini par être déprimé autant que mes patients. Donc, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui est sérieux et qui peut faire vraiment du mal. En fait, nos personnages sont nos stratégies pour nous donner l'illusion qu'on est plus fort que la vie et que surtout, on est à l'abri, on est en sécurité. Et donc, en gros, grâce à nos personnages, on a l'impression qu'on ne va pas souffrir ou qu'on va moins souffrir, voire qu'on ne va pas mourir. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, si vous touchez à un truc du personnage de quelqu'un, tout de suite, ça pique, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui s'effondre au moment où on touche à ça. Donc, en fait, le truc, c'est qu'au final, avec nos personnages, si on les laisse agir à notre place, on va quand même mourir, hein, vous êtes au courant, et 2, on va mourir isolés, séparés les uns des autres, sans vraiment se connaître. En fait, on est en plein dans le paradoxe humain, qui est que d'un côté, on a besoin de s'affirmer, d'affirmer notre singularité, et d'un autre côté, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et vous remarquerez que tous nos conflits relationnels sont basés là-dessus. Comment je fais pour être moi avec l'autre ? Je ne sais pas comment. Et donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est peut-être vous partager 3 idées qui pourraient peut-être nous permettre de créer plus de liens, tout en affirmant notre singularité.
Et donc, ma première proposition, ma première idée, c'est déjà d'arrêter d'essayer de vous changer, d'arrêter d'essayer de vous améliorer en tant qu'humain. Vous n'êtes pas un truc pas fini à améliorer. Toute la nature est parfaite et magnifique, et nous, on est de la nature et on serait un truc pas fini qu'il faudrait améliorer. C'est absurde. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, il y a des paradoxes à gérer au quotidien, certes, mais la vie n'est pas un problème à résoudre. Il n'y a pas de solution à la vie. Nous, les humains, on n'est pas un problème à résoudre, on n'est pas une équation à résoudre. Donc par exemple, concrètement, ça donne quoi? Eh ben, si je me retrouve avec mes potes psy, eh ben, on va pas se retrouver à un bar et s'autopsier autour d'une bière. C'est ridicule. Ah oui, mais tu penses pas que c'est à cause de ton père que tu t'es pas resservi là? Mais vous rigolez, mais on fait ça tout le temps, hein. Les personnages, vous les voyez en permanence. C'est pas parce que je vais me retrouver avec mes potes artistes qu'on va se raconter des anecdotes en chantant des mélodies. En fait, l'idée, c'est pas de plus avoir de personnages, c'est de savoir quand on en joue un. C'est de savoir quand on rentre dans un rôle et quand on en sort. On retrouve un peu de liberté. Et donc, j'en arrive à mon deuxième point. Ma deuxième idée, c'est que peut-être qu'il faudrait lâcher notre CV. Peut-être qu'il faudrait arrêter de rentrer en relation avec notre CV en disant « t'as vu, j'ai su ça, j'ai fait ça ». Et donc, arrêter de se définir pour rentrer en relation et plutôt peut-être simplement découvrir, laisser émerger des facettes de nous qui émergent, qui apparaissent à l'occasion de l'autre, à l'occasion de la rencontre, à l'occasion de la situation. Peut-être se poser la question de « tiens, mais qu'est-ce que je vais apprendre de moi quand je vais être avec cette personne ?» et vice-versa. Moi, par exemple, depuis que j'ai un fils, eh ben, j'apprends mon rôle de père. J'apprends mon rôle de père. Et donc, comme c'est un rôle, eh ben, du coup, j'apprends des choses et en contact avec lui, eh ben, j'apprends que je peux être quelqu'un de patient et de doux, par exemple. Alors que d'habitude, ben, je ne suis pas très patient, je ne suis pas très tactile non plus, je ne suis pas très doux au départ. Mais avec lui, à l'occasion de notre relation, il y a quelque chose de nouveau qui émerge de moi. Donc j'apprends ce rôle. Et la dernière idée, c'est de remettre de la créativité dans nos relations. Ça manque cruellement de créativité, c'est pour ça que les schémas se répètent, et c'est pour ça qu'on se fait chier au quotidien. Donc, mais c'est vrai. Enfin, moi, je me faisais chier. Peut-être pas vous, mais... Et en fait, la créativité, pour moi, c'est retrouver cette liberté de choisir la forme à travers laquelle on exprime qui on a envie d'être à chaque instant. Et donc, par exemple, tu vois qu'il y a une engueulade qui est en train de se profiler avec ton mec ou ta nana, tu appuies sur pause, et là tu te demandes, est-ce que j'ai envie de jouer au con? Est-ce que j'ai envie de jouer au héros? Est-ce que j'ai envie de jouer à la victime? Est-ce que j'ai envie de jouer au mec irréprochable? Etc., etc. Donc en fait, chaque relation met en lumière une facette de nous, une partie de nous, le bon comme le mauvais, le beau comme le moche, le fort comme le fragile. Et en fait, peut-être que plutôt que de chercher absolument tout le temps à essayer de se définir et à devenir quelqu'un par peur, en fait, d'être personne pour l'autre, eh ben peut-être qu'en fait, on est tout le temps déjà en train de devenir soi à travers l'autre. En fait, finalement, moins je me définis, et plus je suis. Merci.